Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand JT des territoires. Nous démarrons ce journal avec des hommes et des femmes qui ont donné de leur temps pour les plus fragiles. Nous partons dans les Hauts-de-France. La maison de l'aide à domicile a maintenu ses services d'aide à la personne dans la métropole lilloise, vous allez le voir, pendant toute la durée de cette pandémie. Elle s'est même spécialisée dans l'accompagnement des personnes atteintes du Covid. Et il a fallu revoir bien sûr tout le protocole d'assistance, mais aussi, vous allez le voir, les résultats en valent la peine. Les précisions sur place de Noam Huclin, notre confrère de la chaîne WEO à Lille. Avec ses 700 salariés, la maison de l'aide à domicile de Lille a dû forcément adapter ses pratiques pour continuer à intervenir à domicile, et ce, pour la sécurité des auxiliaires de vie, mais également des clients. David, vous êtes le responsable du centre de formation ici à la maison de l'aide à domicile de Lille. Qu'est-ce qui a changé pour vous, l'avant et le pendant Covid ? Alors, pendant l'avant, nos formations étaient classiques. Avec l'arrivée du Covid, on a dû forcément accentuer sur les équipements. Donc, c'est-à-dire que pour tous nos salariés classiques, c'est masques, visières, gel hydroalcoolique. Et sur notre équipe Covid, il y a les surblouses, les charlottes en plus. Et la maison de l'aide à domicile de Lille est également équipée d'un service de courses à domicile qui lui aussi a dû s'adapter à la crise. On n'a plus accès à aucun magasin au début du confinement, donc c'était très compliqué de se réapprovisionner. On a dû trouver des solutions. La solution, c'était le téléphone. En fait, on a, ne serait-ce que pour prévenir qu'on ne pouvait pas aller en temps voulu, puisque les gens sont prévus à des dates bien précises et des jours bien précis de la semaine, ne serait-ce que pour les prévenir que tout était chamboulé. On a opté pour la solution de téléphone, de liste de courses par téléphone, et pour aussi la sécurité du personnel et des personnes âgées chez qui on va. Concrètement, comment ça se passe ? Vous prenez la liste de courses, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, on prend la liste de courses au téléphone, là, donc je suis avec la dame au téléphone, elle me dit ce qu'elle a besoin. Et moi, je suis sur le site internet Auchan Drive et je coche au fur et à mesure de ce qu'elle me dit les marchandises qu'elle souhaite. Donc là, madame m'a demandé du vin blanc chardonnay et je ne peux mettre qu'une bouteille. Donc je sais pas si elle m'a entendu. Voilà, donc je vais mettre un autre vin blanc. Voilà. Une fois que la commande est validée, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois que la commande est validée, en fait, nous, on reçoit un justificatif du magasin qui nous dit la commande est validée. Donc, je rassemble tous les numéros de commande et je les transmets à mes collègues qui, eux, vont se charger des livraisons. D'accord. Donc, on est 2 à faire que les commandes et 3 à peu près à faire que les livraisons. Donc, eux, ils sont partis toute la matinée, en général, pour livrer par secteur. Donc ça leur fait une dizaine, entre 10 et 15 livraisons par jour. Et notez qu'avec ses 700 salariés, la maison de l'aide à domicile de Lille intervient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, auprès de 4000 clients de la métropole lilloise. Nous parlons bien évidemment, et c'est malheureux, trop souvent du nombre de décès de personnes suite au Covid-19. Il y a aussi des rémissions, et c'est le cas, vous allez le voir, de Jean-Luc Costa, un habitant de l'Île-Rousse en Corse, qui depuis le 11 mai est rentré en période de rémission. Il est encore sous traitement et garde de lourdes séquelles pulmonaires et motrices. Télé pas aisée, nos confrères et amis en Corse l'ont rencontré et ont obtenu ce témoignage. Regardez. Comment avez-vous su que vous étiez positif au Covid-19 ? Moi, au départ, je n'avais que de la fatigue, donc moi, je me suis dit, tiens, c'est une fatigue normale. Au final, j'ai commencé à faire de la fièvre, à tousser. Donc, j'ai appelé, qui venait d'ouvrir le centre Covid à Île-Rousse, et j'ai pris le rendez-vous. J'ai eu donc le Zitromax. Donc c'est celui qu'on associe généralement avec la fameuse chloroquine. Ma santé se dégradait, beaucoup de toux. C'est là que j'ai fait ma première crise respiratoire. Le virus prend possession de votre corps. Des poumons, généralement, c'est un peu cette couleur-là. Tout ce qui est en blanc, c'est les effets du Covid, en fait. Je me retrouve aujourd'hui avec les poumons d'un fumeur. Maintenant, c'est qu'il faut déjà tenter donc, de régulariser ma respiration. C'est très compliqué, je m'essouffle très rapidement, j'ai les jambes très faibles. Je sais que pour quelques mois, je ne peux pas reprendre une vie normale. J'ai mon cœur qui est très fragile. La guérison, ça prendra des mois. On me l'a déjà fait comprendre. Voilà, de la Corse, nous partons maintenant sur les plages bretonnes, précisément dans le département d'Ille-et-Vilaine, à Dinard, où vous le savez, depuis le 16 mai, une soixantaine de plages sont à nouveau accessibles au grand public
pour un usage dynamique de 8h à 20h, comme on dit. Et puis pendant ce week-end de l'Ascension, la police municipale poursuit ses contrôles, comme l'expliquent Raphaël Tondrio-Gauthier et Philippe Berthoud de TVR à Rennes, la chaîne de Bretagne, notre nouvelle chaîne partenaire sur place et sur la plage, vous allez le voir. Nous sommes plage de l'Écluse à Dinard et depuis samedi 8h, les Dinardais ont pu retrouver l'eau et le sable de la côte d'Émeraude. Dès ce matin, quelques-uns ont bravé la température de l'eau qui est un peu fraîche, avoisinant les 13 degrés. On est allé à leur rencontre. J'ai l'intention de me baigner, je suis déjà presque arrivée au bout. Et simplement pour dire que l'eau est vraiment très froide. C'est parce que j'ai envie de cette liberté retrouvée et de me baigner. Voilà. Alors bien sûr, pour accéder aux plages, il faut respecter les gestes barrières. Et pour faire respecter ces règles, je suis accompagnée de la police municipale. Franck Ribano, bonjour. Bonjour. Vous avez quadrillé Dinard ce week-end. Comment ça s'est passé ? Écoutez, ça s'est bien passé dans l'ensemble, vu l'afflux assez massif qu'on a pu rencontrer. Les gens se sont libérés, sont partis de chez eux, sont venus justement sur notre belle côte d'Émeraude pour profiter des plages qui ont été réouvertes, je le rappelle, à titre dérogatoire par Madame la Préfète, dérogatoire parce qu'il faut respecter certaines règles. On est plus dans l'éducation, la pédagogie que réellement dire on va mettre en place de la répression. Et je pense aussi, et j'en suis persuadé, que les gens vont s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que si quelqu'un ne respecte pas, bien le voisin va lui rappeler les bonnes règles et j'ai pu le constater déjà ce week-end. Au total, une soixantaine de plages ont rouvert au public en Ille-et-Vilaine ce week-end, comme ici sur la plage des Chevrets à Saint-Coulon. Pour l'instant, pas de retour à la normale prévue, mais le gouvernement a annoncé que les Français pourraient voyager en France dès le mois de juillet. Beaucoup de touristes sont d'ores et déjà attendus cet été sur la côte d'Émeraude. Voilà, autre chose dans l'actualité. Vous le savez, l'ensemble des tribunaux et des affaires en cours ont été mises entre parenthèses pendant ces 2 mois de confinement. Les palais de justice sont désormais réouverts. Celui de Nantes, notamment, est à nouveau accessible au public. Un accès encore limité et dans des conditions particulières après 2 mois de confinement là-bas, où il a tourné au ralenti. Regardez ce reportage de Maxime Buchot pour Télé Nantes, nos partenaires. Des salles d'audience encore désertes en ce premier jour d'ouverture, mais déjà des premiers condamnés. Les sièges, bien sûr, pour respecter la fameuse distanciation physique. Autre disposition, le port du masque obligatoire et l'affluence limitée. Ne rentreront dans les salles d'audience que les personnes qui sont directement concernées par l'affaire. Donc il n'y aura pas de station de public dans les salles d'audience. Seules les personnes prévenues, victimes et l'avocat pourront rentrer dans la salle d'audience. Les autres personnes attendront ici, dans la salle des pas perdus, que l'affaire soit appelée. Pendant les 2 mois de confinement, le tribunal a tourné au ralenti. Les procès en assises ont été reportés au 22 juin prochain. Seuls les contentieux urgents comme les agressions et les interpellations en flagrant délit ont pu être jugés. On est en train de faire un état des lieux. On est en train de quantifier le retard pour apprécier ensuite les mesures à prendre pour arriver dans les meilleures conditions possibles à ce que le service public reprenne complètement dans de bonnes conditions. Je pense que ce qu'il restera, c'est un recours plus fréquent à la visioconférence. Aujourd'hui, 2/3 des effectifs sont revenus physiquement au palais. Sur les 26 procès en correctionnel prévus pour les 2 prochaines semaines, déjà 6 ont été annulés. Beaucoup de greffiers sont encore bloqués chez eux pour garder leurs enfants. Le tribunal reprendra un rythme normal lorsque tous les enfants auront repris l'école. Voilà, tout à fait autre chose. Si les soins médicaux n'ont jamais cessé durant cette épidémie, eh bien les activités paramédicales, elles, étaient totalement à l'arrêt. C'est le cas notamment des ostéopathes. Depuis une semaine, vous pouvez donc vous rendre dans ces cabinets d'ostéopathie, mais bien évidemment, toute l'organisation a dû être repensée et des nouvelles règles ont dû rentrer en vigueur, comme nous l'explique ce reportage de TV78 dans les Yvelines. Regardez. Paul Billard traite régulièrement des tensions, mais avec le confinement, le manque de sport et le stress les ont renforcés. Pour la réouverture de son cabinet, cet ostéopathe versaillais a dû revoir son organisation. Au niveau du cabinet, j'ai rallongé mes créneaux. Donc je prends le patient maintenant 1h15 au lieu des 45 minutes, 1 heure habituelles, ce qui me permet de pouvoir aérer le cabinet au moins pendant 15 minutes, de pouvoir également désinfecter les poignets, désinfecter la table, désinfecter tout le mobilier où le patient va venir s'installer. On a obligation de porter un masque, il y a du gel
À l'arrivée et dans la salle d'attente, on est tout seul dans la salle d'attente. C'est bien passé le confinement ? Ouais, ça a été, voilà, heureux de pouvoir refaire une petite séance là. Ouais, voilà. 2 mois qu'il n'avait pas fait ses gestes. Comme de nombreux praticiens, Paul Billard a dû fermer son cabinet du jour au lendemain à l'annonce du confinement, un temps long pour certains patients. Ça a commencé à tirer en bas du dos, donc je me suis dit, voilà, il fallait que ça reprenne parce que du coup, je voulais refaire une séance avec mon ostéopathe et être sûr que derrière, j'ai pas de soucis. Dès que j'ai su qu'il reprenait les rendez-vous, j'ai pris contact avec lui. Cet ostéopathe a pu bénéficier d'aide de l'État, un moyen pour lui de couvrir les charges du cabinet et d'éliminer là aussi quelques tensions. Voilà, cette crise sanitaire a bien souvent ressemblé à un film de Steven Spielberg, Minority Report. Et cette petite machine à la lumière verte dont je vais vous parler maintenant pourrait bien révolutionner notre quotidien à tous. Devant l'urgence sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, cette entreprise lunelloise dans l'Hérault, où on se rend maintenant, a mis au point en un temps record un appareil qui permet d'éliminer 99,9% des virus et des bactéries, des micro-organismes invisibles à l'œil nu, nichés sur la surface de votre bureau ou de votre fauteuil. Le Bioscan, c'est son nom, vous est présenté maintenant par nos confrères de Via Occitanie sur place. Cette petite machine à la lumière verte pourrait bien révolutionner votre quotidien. Devant l'urgence sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, cette entreprise lunelloise dans l'Hérault a mis au point en un temps record un appareil qui permet d'éliminer en quelques minutes 99,9% des virus et bactéries des micro-organismes invisibles à l'œil nu nichés sur la surface de votre bureau ou de votre fauteuil. On peut supposer qu'il va y avoir de nouveaux protocoles plus drastiques dans la désinfection et le nettoyage. Sur 10 000 unités de micro-organismes, bactéries, virus ou autres, sur 10 000 unités, il peut en rester une seule. Un nouveau marché international s'ouvre à cette entreprise de 80 salariés récemment cotée en bourse spécialisée dans le traitement de l'eau par UVC. Une technique de désinfection qui n'utilise aucun produit chimique. Aujourd'hui, et c'est un peu le seul procédé pour dire on désinfecte avec de la chimie à tout va, avec différents produits. Il y en a des plus toxiques que d'autres, mais ça reste de la chimie. Donc ça se respire, ça reste sur un certain nombre de supports, etc. Là, la grande différence par rapport aux UVC, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire, aucune chimie. La seule protection, c'est de se protéger avec une visière, la peau, les yeux, et avec des gants. C'est tout. Ce Bioscan a reçu la certification de 2 laboratoires indépendants. Il s'adresse en priorité aux professionnels des secteurs médicaux et paramédicaux. Mais le marché des transports en commun, de l'hôtellerie ou encore de la restauration pourrait s'ouvrir. Il faudra compter environ 1 300 € hors taxe pour s'offrir cet appareil. La mise sur le marché est prévue à la fin du mois de mai 2020. Voilà, après la petite lumière verte, voici un ustensile qui peut être utilisé quand on ne veut pas toucher, par exemple, une poignée de porte avec les mains. Le Securitouch, qui a été créé par 2 entreprises auboises. C'est un objet en plastique. Il devrait faciliter la vie de beaucoup d'entre nous dans le futur. Regardez le reportage de nos confrères de Canal 32. C'est un outil multifonction pour éviter de toucher au quotidien des surfaces potentiellement contaminées par le Covid-19. D'ouvrir des portes, d'allumer des lumières, d'utiliser des digicodes très facilement sans avoir aucun contact avec les poignées, avec les touches et éviter ainsi toute propagation du Covid. L'idée a germé il y a une semaine dans la tête de Philippe Morel suite à l'interpellation d'un bailleur social local. On va aller visiter des appartes et ainsi de suite. On passe nos matinées, nos journées à mettre les mains sur des poignées, des boutons. Il faut qu'on ouvre des compteurs, des choses comme ça. Est-ce qu'il existe quelque chose qui nous permettrait de ne pas être 30 fois, 40 fois, 50 fois à se désinfecter les mains, bien qu'il faille les désinfecter? Il cherche alors une solution à cette problématique. Sur Internet, les objets made in China ne le convainquent pas. En tant qu'ambassadeur, il choisit d'activer son réseau au bois et sollicite Richard Veillé. Donc je suis venu avec mon idée, mon design d'un outil fait dans du carton. Et je lui ai dit, je voudrais qu'on essaie de faire ça ensemble. Bon, le premier test n'a pas été terrible, mais on s'y est mis. En 4 jours de temps, on a commercialisé. Donc voilà. Et on est donc capable, Cocorico, de faire quelque chose de français, d'au-bois, à 100%. Et en plus, un peu moins cher que ce que nous vendent les Chinois. Donc c'est parfait.
Le 4e prototype est donc validé, il est fabriqué ici grâce à la découpe laser. Il est vendu entre 1,60 € et 3,60 € hors taxe l'unité selon la quantité. On n'a pas vraiment d'objectif, si vous voulez, nous fabriquons au fur et à mesure des demandes, mais nous avons une capacité de production sans problème de 600-800 jours. Et si c'est tout le mal que l'on souhaite, si c'est un produit qui fonctionne, on a la capacité d'augmenter assez facilement la capacité de production. On va en avoir besoin et ça va devenir une seconde nature que de se relaver un peu plus souvent les mains, de se désinfecter les surfaces au contact et d'essayer d'avoir justement un outil qui minimise au maximum les zones de contact. Quelques millimètres, c'est mieux que d'y mettre la main complète et qui lui aussi peut bien évidemment être désinfecté et lavé plusieurs fois par jour. Eau savonneuse ou solution hydroalcoolique durant plus de 30 secondes sont recommandées. Les entrepreneurs peuvent aussi investir dans cet outil pour leur personnel ou en objet promotionnel pour leurs clients. Aujourd'hui, Decograve a adapté sa production aux besoins du déconfinement, de gamme de visières et des autocollants pour la distanciation physique. Ces machines nous permettent, en les détournant un petit peu de leur application première, de répondre à ces besoins de marquage, de personnalisation directement sur le produit, sur l'acrylique très facilement. Là, on a essayé un petit peu de se réorganiser et de trouver de nouveaux marchés. Et donc, il y a un peu plus d'un mois, maintenant, on s'est lancé dans la fabrication de visières. On a également développé une gomme de marquage au sol pour répondre également aux besoins spécifiques des commerçants et des entreprises. On est quand même en grosse charge de travail. Tout le monde s'implique, tout le monde est derrière les différents projets qu'on essaye de lancer et se donne à fond. On court partout parce qu'à partir du moment où on va avoir du déconfinement, tout le monde a voulu s'équiper en écran de protection, en visière, en tout. Et en fait, tout s'est enflammé et tout le monde veut ça pour hier. Cette première version du SecuriTouch pourra être amenée à évoluer. L'entrepreneur avait pu anticiper ses commandes et pour le moment, la matière plastique ne manque pas. Voilà, le confinement a laissé des traces dans tous les secteurs. Pour le chef étoilé Johan Comte, il a été synonyme d'une belle remise en question, vous allez le voir. Il a décidé en effet de mettre entre parenthèses les 2 étoiles de son établissement à Verrier-du-Lac, en Haute-Savoie. La Maison Bleue prend donc temporairement un visage totalement différent. Rencontre signée Victoria Lopez pour 8 Montblanc, nos partenaires sur place. C'est une maison bleue bien connue au bord du lac d'Annecy. Les pieds dans l'eau, Johan Comte régale les papilles des plus fins gourmets depuis une dizaine d'années. Il a marqué de son empreinte et de 2 étoiles la table tenue pendant près de 20 ans par le chef Marc Vera. 2 mois de fermeture forcée ont changé le chef. Comme beaucoup d'entre nous, il a découvert un autre équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Il a surtout réfléchi à son métier. C'est du sport de haut niveau, le gastro. Donc c'est beaucoup d'employés, beaucoup de manuels, beaucoup de technicité, beaucoup de travail intellect, de la recherche, de la minutie. Je ne dis pas qu'on va faire, ça sera moins bien ou moins bon, mais nous sommes cuisiniers, nous allons juste faire du manger. Et quand le moment sera opportun, on repartira sur ce côté gastro. Johan Comte met donc entre parenthèses ces 2 étoiles pour proposer une carte toute en simplicité, plus adaptée à un contexte économique difficile. L'objectif est d'abord d'anticiper un changement de mœurs dans la façon de consommer. C'est aussi une façon d'adapter le modèle économique de l'établissement. Je m'adapte à simplement une situation qui n'est pas normale. Et si, je le dis et j'ose le dire, il y a des gens qui dépensaient une certaine somme d'argent, non je ne vais pas le dire finalement, une grosse somme d'argent, je ne pense pas que je puisse vivre comme avant parce que ces gens-là ne seront pas là. Alors comment faire après, tout ça on verra, on s'adaptera encore une fois. Mais je pense que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est s'adapter à toute situation. Et moi on m'a appelé, les gars m'ont dit, chef qu'est-ce qu'on va devenir? Vous allez devenir ce que vous étiez avant, simplement on va changer un peu de braquet et on va faire peut-être que... Ça va pas vous plaire l'idée, mais on va faire du bistrot, brasserie. Il y en a qui ont dit ah ouais bon, nous on veut la coupe aux grandes oreilles, on veut se battre pour la 3e. Et en fait, il y en a qui ont dit non mais c'est bien, on va se réapproprier notre été aussi. Le chef ne pourra pas embaucher de saisonniers cet été, mais il souhaite conserver son équipe de 50 employés. Un système de click and collect sera également mis en place pour ceux qui souhaitent déguster les produits du chef à la maison. Johan Comte a contacté le guide Michelin pour les prévenir de son intention de réorienter ses prestations. J'ai appelé le directeur du guide Michelin, M. Gwendal Plenec. Je lui ai dit voilà, moi je mets entre parenthèses, il m'a dit écoutez, faites ce que vous avez à faire.
Je comprends que vous ne pouvez peut-être pas rouvrir comme c'était avant. Nous sommes là pour vous soutenir. Et je dis ok, enfin soutenir, maintenant si vous devez m'enlever 2 étoiles, on ira les rechercher après s'il faut. Nous sommes des compétiteurs, il n'y a pas de problème. Il me dit non, nous serons bienveillants. Donc en fait ce message-là, c'est aussi de dire que peu importe le Goemio, le Michelin, toutes ces institutions qui nous entourent, qui nous notent, qu'il y a de la bienveillance. Loin de renoncer à sa cuisine gastronomique, le chef breton espère simplement mener son entreprise à bon port en traversant la tempête annoncée pour le secteur. Voilà, nous nous rendons maintenant dans la Sarthe, dans ce grand JT des territoires. Pendant ce confinement, eh bien, certains se sont mis à la cuisine, on l'a vu. D'autres ont voulu battre des records du monde, notamment des records sportifs. C'est l'objectif un peu fou de ce jeune Manceau. Passionné de sport, il a abattu le record du monde d'abdos. On en a parlé avec vous il y a quelques semaines. Eh bien, il a progressé depuis 9996 abdos en 1 heure. Hélène Gaiana pour LMTV Sarthe a voulu s'y mettre, n'y a pas réussi, mais a rencontré pour nous ce jeune Manceau. Regardez. Il s'était donné un défi pendant le confinement, battre le record du monde d'abdos. Objectif, dépasser l'ancien record qui était à 6788. Je me sens bien, un peu d'excitation, pas trop de stress, donc j'espère que je vais réussir à gérer cette excitation tout en me calmant, en régulant mon souffle, donc on verra bien comment ça se passe. 4, 3, 2, 1, 0. Je suis très fier de voir ce qu'il veut faire aujourd'hui. Fier de lui, hein. Qu'il réussisse ou qu'il réussisse pas, de toute façon, il est déterminé, il va aller loin de toute façon. Ça fait longtemps qu'il bosse. Il mérite, il va y arriver. Il ne lui aura pas fallu plus de 34 minutes pour dépasser l'ancien record. Le sportif continue. Au bout d'1 heure, il en a réalisé 9996. Une performance réalisée non sans mal. Le Manceau n'a pourtant jamais craqué et est allé au bout de ses forces. Allez. Je suis au plus bas de mes réserves, là je me sens hyper fatigué, comme si j'avais fait un marathon de 15 heures. Je suis fatigué, j'ai la tête qui tourne, j'ai mes mains qui tremblent, je suis hyper mou, j'ai la bouche sèche, mon souffle qui est super rapide, donc bien récupérer et puis bien dormir ce soir. Un exploit réalisé devant quelques copains d'enfance, son grand-père et sa maman. Je m'en doutais qu'il allait y arriver. Et je suis très fière de lui, c'est magnifique. Il voulait faire ce défi, il a réussi. Voilà, je suis contente pour lui. J'étais stressée, lui il était très calme, moi j'étais stressée. Là, c'est moi qui ai battu le record, je suis détendue. Maintenant, le jeune homme de 21 ans ne compte pas s'arrêter là et le promet, on le retrouvera pour affronter d'autres défis. Voilà, on termine ce JT avec un petit sourire. Vous connaissez tous la bande dessinée Gaston Lagaffe d'André Franquin. Elle a été traduite en polonais, en finnois, en portugais, dans toutes les langues, mais jamais en patois vosgien. C'est fait. Désormais, une association de patoisans du Val d'Ajol, dans les Vosges donc, vient de traduire l'album Gaffe en pagaille. Regardez ce reportage de nos confrères via Vosges sur place. Non, ce n'est pas une langue étrangère, mais bien du patois vosgien. Comprenez ? Je vais breveter ça. Regarde, c'est facile. Et c'est Gaston Lagaffe qui le dit, du moins dans le 10e album revisité par les adhérents de l'association La Patoisan d'Atrorvert. Avec l'accord de l'éditeur et des successeurs de Franquin, ils ont traduit l'ensemble du texte en patois local, et le titre déjà s'y prêtait bien. Gaffe, en pagaille, ton pied les jouets. Voilà, celui-là, il nous connaît impeccablement. C'est une manière de garder une trace. Voilà, une trace du patois pour les jeunes qui viennent derrière nous. Voilà. Parce que si on ne l'écrit pas, il ne restera pas forcément. C'est un patrimoine, hein, c'est un patrimoine linguistique voilà, quoi, qui n'est pas reconnu, mais voilà, on aimerait bien qu'il soit reconnu. Préserver un dialecte qui se perd à travers des figures bien connues du grand public, l'association y travaille depuis 2008. Sur l'idée d'une tintinophile basée à Nancy, le groupe s'est lancé dans l'aventure avec la traduction de l'affaire Tournesol, publiée à 5000 exemplaires. Les Dupont, on avait appelé Daval-Duval, 1000 millions de 1000 sabords, c'était 1000 millions de bourrançons. C'est-à-dire que le bourrançon, c'est où qu'on attache les bêtes à l'écurie.
Des albums numérotés considérés comme collector par les passionnés. Après les aventures du petit Nicolas en 2015, l'équipe a décidé de remettre ça. Pendant un an, la trentaine d'adhérents s'est réunie régulièrement pour traduire chacune des paroles de Gaston Lagaffe. Et il semblerait que le personnage ait laissé sa trace. Aïe, votna. Mao. Après, quand on a fini de traduire, on se fait une mouéronde, comme on dit, un casse-croûte. Donc là, après, on dit des mots qu'on vient de traduire. Comme ça, l'un dit quelque chose, l'autre répond avec des mots qu'on vient de mettre dans l'album. Oui. Et alors, oui. qu'est-ce qui est devenu un mot un peu symbolique de Gaston Lagaffe? Ben, mais enfin. Voyons. Au total, 2000 exemplaires ont été publiés en Belgique au début du confinement, mais il faudra patienter encore un peu avant de fêter dignement la sortie de l'album. En attendant, la BD est à commander en ligne sur le site Le Petit Journal du Girmont. Voilà, merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve sur l'ensemble de vos télévisions locales et régionales et bien sûr sur TV5 Monde pour une prochaine édition. Bon courage à tous, au revoir.